Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30 sur RTI 1. Le président français François Hollande reçoit aujourd'hui le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, notamment pour son action au Mali. La distinction lui sera remise par la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. Le président ivoirien Alassane Ouattara prend part à la cérémonie prévue pour ce mercredi dans l'après-midi à Paris. Thérèse Tapé-Yoboué nous en parle. Le président français François Hollande. Il sera distingué ce mercredi à Paris au siège de l'UNESCO. Il recevra le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le président de la République française reçoit ce prix pour sa solidarité à l'égard des peuples africains, son engagement dans la résolution de la crise malienne. On se rappelle la promptitude avec laquelle le président Hollande a fait intervenir l'armée française pour libérer le Mali des djihadistes qui avaient envahi le pays et porté atteinte aux droits de l'homme. François Hollande est donc récompensé pour sa contribution considérable à la paix et la stabilité en Afrique. Il recevra le prix des mains de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. Plusieurs chefs d'État et de hautes personnalités prendront part à la cérémonie, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. C'est le 21 février dernier que le jury a décidé d'attribuer ce prix au président français. Il existe une nouvelle plateforme pour booster les échanges commerciaux entre Abidjan et Washington, la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire. Le lancement des activités de la structure a eu lieu en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Jean Kwame Ala. 6 entreprises américaines exerçant en Côte d'Ivoire sont les fondatrices de la nouvelle Chambre de commerce américaine de Côte d'Ivoire, en abrégé HMC. Son rôle est de contribuer au développement économique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, accompagner les entreprises américaines ou affiliées aux États-Unis, opérant en Côte d'Ivoire ou désireuses de s'installer et enfin améliorer le rang de la Côte d'Ivoire au rapport du Doing Business, un challenge qui veut relever la nouvelle Chambre de commerce américaine du Côte d'Ivoire, créée cette année même et qui est différente de la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire. C'est absolument pas la même chose. Les membres fondateurs ont voulu créer une chambre vraiment dédiée au secteur privé et concentrée sur les entreprises qui ont investi et qui ont des intérêts en Côte d'Ivoire. Mon souhait, c'est que ce nouveau départ soit effectif et efficace pour tout le monde. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire ont apporté leur soutien à la nouvelle Chambre de commerce américaine de Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan a rappelé le nouvel environnement attractif des affaires en Côte d'Ivoire et lancé cet appel. Je voudrais à travers votre Chambre exhorter toute la communauté des femmes et hommes d'affaires américains, installés ou non en Côte d'Ivoire, à s'intéresser aux immenses potentialités d'investissement offertes en vue de participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, comme le souhaite le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Premier geste pour concrétiser ce partenariat gagnant-gagnant Côte d'Ivoire-États-Unis, la foire ivoiro-américaine en janvier 2014 à Abidjan. Aujourd'hui est célébrée la Journée mondiale de l'environnement. Cette célébration vise à lutter contre la destruction de la couche d'ozone, la déforestation, la désertification et la sécheresse. À cette occasion, le gouvernement ivoirien invite les populations à éviter les pertes alimentaires. On en parle avec Léon Bro. Chaque année au monde, selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour la faim et l'alimentation, les pertes d'aliments sont estimées à 1,3 milliard de tonnes et représentent le tiers de la production alimentaire mondiale et toute la production de nourriture en Afrique subsaharienne. Cependant, sévit toujours la famine. Une personne sur 7 dans le monde va au lit affamée et plus de 20 000 enfants de moins de 5 ans meurent de faim chaque jour dans le monde. Plus de 27% de la population ivoirienne souffre de malnutrition, pendant que notre pays a une production annuelle de 15 millions de tonnes de vivriers par ailleurs. Une étude menée par Action contre la faim au mois d'août 2011 révèle qu'à l'ouest du pays, 60% des ménages n'arrivaient pas à couvrir leurs besoins alimentaires, alors qu'en période de soudure normale, cette proportion est de 30%.
En Côte d'Ivoire également, les déchets alimentaires, c'est le tiers des déchets municipaux. Toute chose qui s'accompagne d'effets négatifs sur l'environnement. Le gouvernement préconise donc un changement de comportement en faveur de la préservation de l'environnement en 3 axes. Penser, manger, préserver. Penser. Repenser à de nouveaux modes ou modèles de production, de transformation et de conservation plus soucieux de la préservation de l'environnement. Ne mangez que ce qui vous est utile pour votre équilibre et pour votre bien-être. Préservez notre environnement et vulgariser les bonnes pratiques afin de permettre aux générations futures de jouir de nos acquis et de garantir leur avenir. La transparence, désormais de mise dans les commerces et les stations d'essence. Depuis hier, des agents du ministère du Commerce vérifient les instruments de mesure des commerçants. La campagne de vérification d'instruments de mesure a été officiellement lancée par le ministre Jean-Louis Billon. Maïsako. Aladji Saïdou est commerçant au marché de Cocody. Sur son étagère, des pommes de terre et bien d'autres condiments. Sa balance qui sert à peser ses produits fait chaque année l'objet de vérification de la part des autorités. Mais Saïdou ne s'en plaint pas. Il se dit juste et loyal dans la quantification de sa marchandise. C'est sûr que mon balance chaque année, si bien le contrôler, c'était juste. Et puis nous, on ne s'amuse pas sur la balance parce qu'on croit à Dieu. La balance, on ne s'amuse pas pour le vent. Tant qu'on vend des choses sur la balance, on ne s'amuse pas pour vendre. Même son de cloche pour Bayaya, vendeur de viande. Comment il pèse là? Parce qu'il veut ça juste. Mais si tu veux, il faut pas mi-balance pour peser, c'est juste. Si les commerçants disent être en règle vis-à-vis de leur balance, chez les clients, les avis sur la justesse des instruments de mesure sont pourtant partagés. Ce qui concerne la viande, 1 kilo, bon, là c'est juste, c'est fiable. Mais plus de 1 kilo, si c'est 10 kilos, bon, c'est pas fiable. Parce que 10 kilos, vous avez au moins 50 grammes de moins. Nous-mêmes, quand il est là, pesé là, on voit, on sait que ce n'est pas arrivé. On voit. Je préfère parce qu'ici, même quand on met 10 000 francs de carburant, on a quand même le niveau de kilométrage à parcourir qui est tout à fait identique. Mais contrairement aux autres, on trouve que ce n'est pas le même kilométrage. Donc on trouve que c'est fiable quand même. La vérification périodique des instruments de mesure a lieu chaque année sur l'ensemble du territoire national. Au titre de l'année 2013, la campagne a débuté le lundi 3 juin. Au total, 100 000 instruments répartis dans différents commerces seront contrôlés. La vérification périodique des instruments de mesure en service a pour but de constater que les modèles de ces instruments ont été approuvés et soumis à la vérification punitive, mais aussi de prescrire le rajustement ou la mise hors de service de ceux qui ne remplissent plus les conditions réglementaires. Pour cette année, le résultat des opérations de vérification sera visuel. En effet, les instruments acceptés porteront un sticker vert et ceux qui seront refusés porteront un sticker rouge. Pour garantir la fiabilité des opérations, ces stickers seront non falsifiables et autodestructibles en cas de manipulation. Les agents chargés du contrôle des instruments de mesure seront munis d'une carte du ministère du Commerce. La campagne de vérification prendra fin le 31 août prochain. 30% de la population de l'espace CE2AO ne bénéficie d'aucune couverture médicale. C'est pourquoi la Commission Santé et des services sociaux du Parlement de l'espace CE2AO s'est réunie pour discuter de la question. Victorine Yaoyobwe. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 2% du PIB est consacré à la santé en Afrique, contre 3,5% en Asie et 6% en Europe. Conséquence, plus de 30% de la population africaine ne bénéficie d'aucune couverture médicale. Comment cette population, qui n'arrive pas à se soigner, peut contribuer au développement du continent? Pour résoudre ce problème, les parlementaires de l'espace CEDEAO proposent la couverture sanitaire universelle, seule alternative pour rendre les soins de santé accessibles à tous les habitants de l'Afrique de l'Ouest. Compte tenu de l'urgence et de la nécessité de la couverture universelle en matière de santé, on a estimé de nous réunir
d'écouter les experts en la matière et ensuite prendre des recommandations que nous allons proposer à la conférence des ministres de la CEDEAO et à la conférence des chefs d'État pour que, urgemment, des décisions soient prises parce qu'on ne négocie pas avec la maladie. La Côte d'Ivoire, qui abrite cette réunion régionale des parlementaires, a une longueur d'avance sur la CEDEAO. Le gouvernement travaille depuis 2 ans sur la couverture maladie universelle qui devrait être opérationnelle en 2014. Nous allons démarrer sur un projet pilote et ce projet pilote va être présenté à la population ivoirienne dans le dernier trimestre de l'année 2013. La cotisation des populations a été arrêtée à 1 000 francs par personne par mois. Le chef de l'État a décidé que personne, je dis bien personne, ne restera en marge de ces dispositifs sanitaires. Les initiatives nationales sont encouragées. Les députés de la CEDEAO pensent toutefois que la mutualisation des actions permettra de relever le défi de la déficience du système de santé en Afrique de l'Ouest. Pour améliorer les méthodes opératoires des élections en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante renforce les capacités de ses agents. Un séminaire se tient à Grand Bassam à cet effet. On en parle avec Serge Gongoma et Mamadou Kouassi. Le cycle des élections est terminé, mais déjà les agents de la commission électorale indépendante se préparent aux échéances futures. Un séminaire est organisé pour corriger les insuffisances constatées. Discuter comment on peut avoir une culture institutionnelle qui va lui donner les gens des aptitudes qu'il est nécessaire pour gérer professionnellement ou partager avec lui des idées internationales, comparatives, pour lui, pour prendre ce qu'il pense que c'est mieux pour la Côte d'Ivoire. Cet atelier porte sur 3 modules, c'est-à-dire l'accès au processus électoral, les activités post-électorales véritablement, l'administration électorale et la planification stratégique et financière. Ce séminaire qui s'étend sur 1 semaine à Grand Bassam bénéficie du soutien de la coopération allemande, GIZ, et de l'international IDEA. Poursuivons l'actualité à l'étranger. Au Mali, un kamikaze à moto s'est fait exploser à Kidal, en plein centre-ville. Une atmosphère de violence qui crée colère et indignation à Bamako. Reportage. Dans les rues de Bamako, derrière le calme apparent, un climat de vive inquiétude provoqué par les informations relatives à la situation à Kidal. Plusieurs quotidiens parus ce mardi appellent le peuple malien à être intraitable vis-à-vis du MNLA, accusé de commettre des exactions contre les Noirs. Des voix s'élèvent pour dénoncer une épuration ethnique. Il n'y a pas quelqu'un qui a une peau noire ou un métis dans la rue de Kidal. Il n'existe pas. Jusqu'à midi. Les gens sont terrés chez eux. D'autres même, selon nos informations, ont quitté dans la nuit à pied pour essayer de rejoindre les routes pour chercher des camions qui vont sur Gaou. Le conseil de cercle de Kidal et le collectif des ressortissants du Nord Mali condamnent des agissements du mouvement national de libération de l'Azawad. Et les 2 associations y voient un piège tendu par le MNLA pour déclencher un conflit ethnique au Mali. Ce qui est recherché en réalité, c'est d'entraîner les populations dans les autres villes maliennes à aller vers des représailles, vers un règlement de compte. Je pense que dans la situation actuelle, il faut à tout prix éviter de tomber dans ce piège. Pour mettre fin à la chasse à l'homme noir à Kidal, de nombreux leaders politiques proposent une solution militaire. Bamako annonce que des soldats maliens sont en route vers Kidal, occupés par le MNLA. Une annonce qui conforte la position clairement défendue par le FDR, Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République. Il faut la présence de l'armée malienne à Kidal. Nous ne pouvons pas comprendre que l'armée française soit à Kidal et qu'une partie de l'armée tchadienne, que nos populations, surtout les populations noires, subissent des exactions. C'est incompréhensible, c'est inadmissible. Lundi à Ouagadougou, où se déroulent les négociations entre le MNLA et les autorités maliennes, le représentant du médiateur burkinabé a déploré les incidents à Kidal. Djibril Bassolé appelle toutes les parties à s'abstenir d'actes de violence.
Aux États-Unis, le procès du jeune soldat Bradley Manning s'est ouvert ce lundi devant une cour martiale. Il est jugé pour l'une des plus importantes fuites de documents confidentiels de l'histoire des États-Unis, livrés au site internet Wikileaks. Regardez. Le procès de l'homme par qui le premier scandale planétaire est arrivé s'est ouvert lundi à Fort Meade, dans l'État du Maryland, où se trouve aussi le siège de la NSA, un des principaux services de renseignement américains. Âgé de 25 ans, Bradley Manning, qu'on distingue à peine entre ses gardiens, est accusé d'avoir téléchargé et fait fuiter en 2009 via Wikileaks quelques 700 000 documents confidentiels lorsqu'il était analyste du renseignement en Irak. Des documents classés secret défense, mais aussi des télégrammes diplomatiques sur les tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran ou sur la corruption du système Ben Ali en Tunisie. Au portrait de traître responsable de collusion avec l'ennemi Al-Qaïda, brossé par le procureur, son avocat oppose celui d'un jeune humaniste naïf et bien intentionné, révolté par les images de violence contre des civils afghans ou irakiens. Un procès qui va de soi pour la Maison-Blanche. Des fuites de la sécurité nationale, des informations sensibles sur la sécurité nationale, des informations classifiées peuvent nuire à notre sécurité nationale. Mais un procès contesté également par des groupes de défense des libertés civiles et des vétérans rassemblés devant les bâtiments du tribunal militaire. Bradley Manning a fait une chose très courageuse. Il a révélé au peuple américain et au monde ce qui se passait en Afghanistan et la désinformation et les méthodes tordues utilisées pour convaincre les gens que nous devions faire cette guerre. Les débats de ce procès du siècle, comme le qualifie le réseau de soutien de l'accusé, devraient durer jusqu'au 23 août. Bradley Manning risque la prison à perpétuité. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1. L'info continue sur le www.rti.ci. Jette un œil sur ton écran.